Vous avez écrit ce bouquin sur la renaissance de l'industrie française, donc je pense que c'est un sujet très important. Et donc peut-être qu'il va aussi nous donner des perspectives d'espoir. Alors le sujet peut vous paraître un peu rébarbatif. Je vais essayer de le traiter de manière amusante, si j'y parviens, parce que c'est un sujet qui est extrêmement grave. Notre pays, vous le savez, est dans une situation difficile économiquement. Il a perdu son industrie, je vais vous le prouver. Je vais essayer de vous expliquer comment. Je vais essayer, bien que membre d'un parti politique où on est moins nuancé qu'un professeur d'économie, on essaiera d'être objectif. Ce qui importe, c'est qu'après, je vous donnerai quelques solutions. Et puis, ces solutions, elles ne font pas toujours plaisir. Comme le diagnostic ne fait pas toujours plaisir. Donc, je vais essayer d'être franc avec vous, de vous intéresser et qu'on passe un très bon moment. Après, je suis à votre disposition. C'est vrai que j'ai écrit ce livre, mais ce livre est édité pour l'appel au peuple, parce que ce que j'ai écrit dans ce livre sur la renaissance industrielle de la France résulte d'une longue réflexion menée par l'appel au peuple pour essayer de sortir notre pays de cette ornière économique. Voilà. Donc je serai à votre disposition pour en parler. Alors j'ai parlé de mes activités militaires. C'est vrai que pendant 16 ans, ça a été le plus beau moment de ma vie, je vous le dis franchement, et j'étais à la tête d'unités de combat composées d'appelés. Donc c'était des jeunes comme vous, qui étaient dans les rangs des gens que j'entraînais. Et je me souviens d'une histoire qui va vous intéresser. J'étais jeune lieutenant, j'avais 23, 24 ans. Et j'étais marié, j'avais une petite fille qui était un bébé qui s'était déshydraté. À l'époque, j'étais en Allemagne et je partais en manœuvre. Et ma petite fille avait été hospitalisée quelques jours avant mon départ en manœuvre et ma femme était assez inquiète. Donc on part, la manœuvre commence, c'est ce qu'on appelle une manœuvre en terrain libre. On ne va pas dans un terrain de manœuvre, on suit les vallées comme ici dans l'Isère si vous voulez, et puis on passe la nuit dans les bois, etc. C'était exactement il y a 45 ans à peu près, 43, 44 ans. Je sais qu'il y a un matheux là qui est en train de faire le calcul, je vais essayer de voir s'il est aussi vieux qu'il le dit. Et donc je pars, un peu inquiet, mais bon, le boulot, c'est le boulot. Et me voilà parti et je fais ma manœuvre avec mes soldats. Mais on avait à l'époque des véhicules blindés, transport de troupes, qui flottaient en plus, qui étaient amphibies, c'était extraordinaire. Tout ça fabriqué par l'industrie française. On était à 100% français. Et un soir, on s'installe pour un bivouac. C'est un moment de repos, donc on se planque dans les bois. Il y en a qui entretiennent le char, d'autres qui nettoient leur fusil. Et moi, on me dit, le capitaine vous appelle, mon lieutenant. Bon, je vais voir le capitaine. Et il me dit, t'as appelé ta femme pour ta fille? Je dis, oui, je vais le faire demain matin. Je vais aller au village d'à côté avec les Deutschmark. Et puis, c'était comme ça de mon temps. C'était pas votre époque avec le iPhone. Et donc, il me dit, ça va être super. Je vais pouvoir appeler ma femme et j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles. Il me dit, mais non. Et il me dit, prends ça. Et il me donne, nous sommes en 1978, le 9 septembre 1978, il me donne un téléphone. Alors le téléphone, c'est pas l'iPhone que vous avez non plus, c'est plutôt gros, plutôt lourd, de couleur moutarde, on dirait, vous voyez, avec toute la poésie du milieu militaire. Mais il me donne ce téléphone. Et il y avait un clavier dessus. Incrédule, je fais le numéro. Nous étions en Allemagne. Je fais le numéro et je tombe sur ma femme dans l'appartement. C'est-à-dire que ce téléphone portable s'était branché sur l'infrastructure l'équivalent des PTT, des télécommunications allemandes, et me permettait d'avoir des bonnes nouvelles puisque ma fille était sortie de l'hôpital. Donc je me souviens de cette bonne nouvelle, mais ce que je veux vous dire, c'est que, bonjour, allez-y, je vous en prie, c'est que, très bonne nouvelle pour moi, mais ça m'a complètement frappé d'ailleurs, puisque c'était une nouvelle familiale, mais je venais de découvrir un téléphone cellulaire
développés par le service des transmissions de l'armée française, par des ingénieurs français, fabriqués par des techniciens français, des ouvriers français, qui s'appelait le réseau RITA, Réseau intégré des transmissions des armées. Nous avions développé ça. Nous l'avons vendu 2 ans après, donc en 1980, à prix d'or aux Américains, qui n'avaient pas l'équivalent. Ce réseau permettait, partout dans le monde, de téléphoner, soit d'un poste à un autre, soit en se branchant sur le réseau d'infrastructure, c'est-à-dire sur le réseau normal de téléphone qu'on avait à l'époque aussi à fil. Nous l'avons vendu à prix d'or aux Américains, qui ont développé la formule civile du téléphone cellulaire, qui a été ensuite développée en Finlande avec Nokia, puis par les Japonais, etc. Et ce téléphone est devenu aujourd'hui un outil indispensable que vous utilisez. Allez, on va dire, parce que vous êtes étudiants, certains, je vais être gentil, seulement 4 heures par jour. Hein. Bon, et c'est les Français qui ont inventé ça. Quand vous prenez votre iPhone, là il nous a dérangés, mais quand vous prenez votre iPhone, souvenez-vous, en 1978, c'est des ingénieurs français, ce sont des ouvriers français qui l'ont fabriqué. Ne l'oublions jamais. Alors voilà, c'est une expérience qui me permet un petit peu d'introduire mon exposé. C'est en 1978, la France est puissante. Moi, j'appartiens à l'armée française, c'est une grosse armée européenne, c'est la guerre froide. Mais l'industrie française derrière est puissante. Les Français, on ne connaît pas le chômage qui existe aujourd'hui. On a de l'activité pratiquement dans tous les domaines. Et les Français excellent dans tous les domaines. Depuis, on va dire 40 ans plus tard, nous avons perdu 2/3 des emplois qu'on avait à cette époque, surtout dans des domaines du textile, des fabrications mécaniques. Et en 2008, le déclin commence avec une part de l'industrie par rapport au produit intérieur brut, c'est-à-dire tout ce qu'on produit dans le pays, que ce soit du matériel solide, mais aussi des services comme les assurances ou les conseils, eh bien, aujourd'hui, l'industrie, enfin en 2008, ça commence à décliner avec 16% seulement de notre production qui est d'origine industrielle. En 2008, aujourd'hui, il est à peine à 10%. Pour comparer, il est à 20% en Allemagne, qui continue à maintenir une industrie. On verra que l'Allemagne, avec les choix qu'ils ont faits au niveau énergétique, ne sont pas aussi confortables que ça pour l'avenir. Mais enfin, nous, en tout cas, on a une industrie qui, par rapport à notre production de richesse, elle est 2 fois inférieure à l'industrie allemande. Je trouve que c'était complètement inimaginable quand j'étais lieutenant en Allemagne en plus, avec mon téléphone RITA. Alors pour vous donner quelques chiffres, 10% aujourd'hui du PIB correspondent à notre production industrielle, 20% en Allemagne, 41% en Chine, c'est normal, hein, c'est un pays qui est en plein développement, 32% en Russie et 25% en moyenne pour l'Union européenne. Donc nous sommes véritablement en retard. Et d'où ça vient? Ça vient pour moi d'un énorme défaut de projection. Certains d'entre vous seront des décideurs. On a un élu parmi nous. Eh bien, c'est quoi faire son métier de décideur ou d'élu? C'est de se projeter sur l'avenir, essayer de chercher comment on va améliorer la vie des gens. Et là, je pense qu'on a manqué. On a manqué de personnalités fortes pour entraîner tout ça. On n'a pas prévu ce qui allait se passer. En 2001, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les plus anciens peut-être, Serge Tchuruk devient patron d'Alcatel, et il vous déclare, devant la télévision française avec un grand sourire, « Je vais créer un groupe industriel sans usine. » Oh, bravo, alors tous les intellectuels bobos ont applaudi. Et sans usine, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans ouvriers, sans contremaîtres, sans techniciens, sans ingénieurs. Ces gens-là n'ont pas pensé que la conséquence de leur choix, créer de l'industrie sans usine, c'est-à-dire déporter les usines dans des pays où les coûts de production sont
soi-disant moins cher, parce qu'il y a un problème de qualité aussi, eh bien, ils n'ont pas imaginé qu'ils allaient créer de la misère, de la paupérisation en France. Alors, bon, les gouvernements s'aperçoivent qu'ils sont allés un petit peu vite en désindustrialisant. Ils vont demander à une personne qui a été patron de la SNCF, qui s'appelle M. Gallois, de faire un rapport. Et M. Gallois explique, le premier dit, nous avons sur les entreprises beaucoup trop de charges pour les rendre compétitives. C'est-à-dire qu'en France, l'impôt sur la production, sur ce qu'on produit en usine ou dans une société d'assurance, il est de 40% aujourd'hui. 40%. On reviendra sur l'intérêt de cet impôt, parce qu'un impôt, effectivement, c'est pas forcément un handicap, mais il faut imaginer que dans une situation de mondialisation commerciale, ça devient un handicap. Et puis, M. Strauss-Kahn arrive, parce qu'on dit que c'est Mme Aubry qui a fait les 35 heures. Mme Aubry était ministre du Travail, mais son patron, c'était M. Strauss-Kahn. Il aime d'ailleurs toujours avoir une femme devant lui. Et donc ce jour-là, on a décidé les 35 heures, on accuse Mme Aubry, mais c'était M. Strauss-Kahn. Les 35 heures, il ne faut pas se leurrer, ça c'est ma conviction, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 27 ans, sont un handicap. Il faut effectivement, dans les métiers très pénibles, baisser la part de l'horaire de travail, c'est complètement évident. Ou alors jouer sur la retraite. Les gens qui font des travaux pénibles doivent pouvoir partir plus tôt. Ou doivent travailler moins, parce que c'est plus dangereux, c'est plus pénible. Mais quand les 35 heures sont arrivées, on a mis tout le monde, y compris ceux qui sont dans un bureau confortable, aux 35 heures. Donc c'est une des conditions, un des handicaps que nous avons eus, malgré la volonté chez les gens qui nous gouvernaient de bien faire. Je constate simplement que ces gens qui nous gouvernent, généralement, et vous verrez quand vous votez, regardez bien le curriculum vitae de la personne qui vous convient. Parce que si c'est une personne qui n'a été que élue et qui n'a jamais travaillé dans le privé, elle s'est posé la question de son avenir le jour de l'élection, c'est normal. Mais quand vous êtes dans une société privée, vous vous posez la question de votre avenir tous les jours quand vous vous réveillez. Parce que vous ne savez pas si la boîte marchera et si on vous gardera. C'est comme ça peut être critiquable, bonjour, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a accumulé alors, mesdames, bouchez-vous les oreilles, les grosses conneries. On a accumulé les grosses conneries. Comment? Eh bien, on a vendu des fleurons de notre industrie. Ou alors, on les a fermés. Il y a des gens qui se disaient, supprimons les usines, on supprimera les ouvriers. Enfin, c'est complètement débile. Mais il y a des gens j'ai vu des gens m'expliquer que la France allait devenir un grand pays de services, un grand pays financier, un grand pays qui vendrait des assurances. On n'est pas mauvais d'ailleurs dans le secteur assurance, on est même très bon. Mais il y a des gens qui imaginaient ça. Le problème, c'est que les gens ont des aptitudes, et puis nous, on a besoin de commercer. C'est pas parce qu'on ne fabrique plus de voitures en France qu'on n'a plus besoin de voitures. Hein, on va aller acheter des voitures en Chine. Donc, je vous donne des exemples de ce qu'on a fermé. On a vendu Alstom Turbines, c'est-à-dire le département qui fabriquait des turbines pour l'industrie nucléaire. On l'a vendu à General Electric, le concurrent américain, qui avait dit « On vous achète Alstom, on les met dans notre gigantesque entreprise, on crée 1500 emplois et vous gardez vos infrastructures en France. » Ils n'ont pas fait ça. Ils ont acheté Alstom. Ils ont donné beaucoup d'argent aux dirigeants d'Alstom. Certaines mauvaises langues diront que ça a servi à financer quelques campagnes électorales. Bon, à prouver. On le saura un jour. Par contre, ils ont licencié 1500 personnes et ils ont piqué tous les savoir-faire, tous les plans, toutes les procédures françaises qu'ils ont ramenées aux États-Unis. Ouais, ils ont dû les faire traduire quand même. Ça a dû payer quelques traducteurs. Mais bon, le résultat, Alstom Turbine, c'est pas tout Alstom puisqu'il y a la fabrication ferroviaire, mais Alstom Turbine est parti aux États-Unis. Et aujourd'hui, il faut qu'on achète des turbines pour le programme nucléaire qu'on lance. Donc on va les acheter à General Electric. Voilà. Donc quand on est patron et qu'on pense uniquement à son résultat à la fin de l'année,
Je ne parle pas du petit entrepreneur qui, lui, de toute façon, n'a pas le choix. Il faut qu'il pense à son résultat à la fin du mois. Mais je parle, le patron d'une grande entreprise ou d'un grand groupe industriel, il doit essayer d'arriver à expliquer à ses actionnaires que si on vend à Alstom des turbines, ça nous fera un apport d'argent, certes, mais s'il faut racheter des turbines dans 4 ans, eh ben, ça sera une opération nulle, voire complètement déficitaire. Le prix auquel Macron a promis de racheter, Oui. au départ, c'était 588 millions d'euros. Oui. Vente. Bon. Et bien maintenant, c'est 1,2 milliard. Oui, donc bon, ça fait le double. Donc où sont passés les 150 Oui, tu as raison, mais tu sais que je ne suis pas venu ici pour faire de politique, Bruno. Bon, on a vendu Alcatel-Lucent à Nokia. Je vous parlais de toute la radiotéléphonie. 1800 emplois perdus. Et quand on les a vendus à Nokia, c'était au nom du patriotisme européen. Moi, je veux bien, mais d'abord, je pense à mes concitoyens. On a vendu Technip à FMC. Tous les savoir-faire français en ingénierie ont été livrés aux Américains. On a accepté la fusion de Lafarge, les ciments Lafarge avec Holcim. Ben, les Américains ont récupéré tous les savoir-faire. Pour la période 2020-2022, qui en plus correspond au confinement, on avait prévu la fermeture de 60 sites industriels en France, souvent pour les déporter dans des pays à coût de production inférieur, comme la Chine, certains pays asiatiques, mais aussi nos partenaires européens d'Europe centrale. On aura plein d'exemples, on aura l'occasion de parler, alors qu'on n'a créé que 22 implantations industrielles. Donc on a perdu, quand vous faites le bilan, 40 installations industrielles. Et puis l'industrie automobile française. Moi, par patriotisme, par chauvinisme, j'achetais toujours des voitures françaises. Et jusqu'en 2011, la France était le 2e producteur automobile français. Aujourd'hui, nous sommes passés, je ne sais plus, 7e ou 8e. Et puis quand vous dites, je vais acheter la nouvelle DS 9, là, cette magnifique limousine fabriquée par DS, marque française, elle est fabriquée à 100% en Chine. La DS4, la nouvelle DS4, qu'ils viennent de déclarer tout récemment, plus belle voiture de l'année. Vous savez où elle est fabriquée ? Ça serait trop beau, ça, encore, parce qu'on aiderait les Croates. Chez les gens qui n'ont pas besoin d'être aidés par nous, chez les Allemands. La DS4, à 100%, est fabriquée en Allemagne. Il y a un moment, il faut se poser quand même les bonnes questions. Et puis, il y a le phénomène du véhicule électrique, où peut-être on a été mal préparé, mais les véhicules électriques, aujourd'hui, des batteries jusqu'à la carrosserie, c'est à 80% fabriqué en Chine. Voilà. Donc, en 50 ans, avec une attitude comme ça, sans prendre de précautions, sans avoir de vision d'avenir, en voulant faire plaisir à des partenaires européens, notre industrie est passée de 6 millions de salariés à 3 millions de salariés aujourd'hui. En France, la population a augmenté. Nous sommes à 67 millions d'habitants, je pense. On n'a que 3 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie. C'est quand même affolant dans un pays moderne. Et je compare simplement avec le nombre de chômeurs de catégorie A. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est les chômeurs de catégorie A ? C'est ceux qui n'ont jamais travaillé, quand vous comptez les chômeurs de catégorie A pour un exercice 2022, vous allez prendre en compte tous les gens qui n'ont jamais travaillé, pas un seul jour, parce qu'il y a des chômeurs qui ont des emplois momentanés ou qui pouvaient être employés. Nous avons perdu 3 millions d'emplois industriels et nous avons aujourd'hui 3 millions de chômeurs de catégorie A. Voilà. Voilà, la démonstration, elle est faite. La critique est facile, je sais, mais je vais vous montrer que l'art sera plus facile qu'on ne croit. Alors, à côté de ça, en 2020, on avait déjà un déficit catastrophique de la balance commerciale. Qu'est-ce que c'est que la balance commerciale ?
je vais acheter aux Allemands et aux Chinois et aux Américains et aux Anglais des produits qui me plaisent et que je ne fabrique pas chez moi. Par contre, je leur vends ma production. Et puis en France, hein, on a quand même, vous allez voir, des talents. Il n'y a pas besoin de regarder M6 pour savoir que nos talents sont exceptionnels. Eh bien, la balance commerciale, quand vous faites encore une fois la comparaison, on dépense 60 milliards de plus en 2020 que ce qu'on reçoit. Elle est déficitaire. Cette année, j'ai entendu dire qu'elle était à 86 milliards d'euros, déficitaire à 86 milliards d'euros. Donc dans mon bouquin où je parle de 60 milliards d'euros, il est déjà obsolète, on est à 86 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on est dans un écroulement continuel et qu'on n'arrive pas à maîtriser. En voulant partager le travail, qui était une proposition excellente, mais sans réfléchir sur le fait que quelqu'un qui travaille dans une mine ou qui travaille dans une usine difficile ou qui travaille dans des conditions climatiques difficiles doit travailler moins, doit partir à la retraite moins, ou alors on lui compte un peu plus de trimestres parce qu'il a travaillé dans la pénibilité. Au lieu d'adapter ça, on a voulu mettre tout le monde aux 35 heures, c'est-à-dire que la France est devenue, avec en plus 40% d'impôts sur sa production, la France est devenue le pays le plus cher du monde dès qu'il s'agit de faire un produit manufacturé. On a créé, si vous voulez, un cercle vicieux. Alors, un cercle vicieux, moi, comment je l'explique ? Je me souviens qu'on a commencé par l'éloge de la paresse. Moi, je suis de 68 arts. Alors, je n'étais pas forcément du côté des manifestants, mais j'étais lycéen et j'ai manifesté de temps en temps. Eh bien, on faisait l'éloge de la paresse. Sous les pavés, la plage. Je me souviens d'expressions comme ça. Donc, on en est venu aux 35 heures. Bon, pourquoi pas ? Tout le monde était content. Augmentation du coût de travail, c'est le premier résultat. Donc, perte de compétitivité. Donc, perte d'emploi dans les entreprises privées. La majorité de l'industrie, des entreprises industrielles sont des entreprises privées. Augmentation, pour pallier à ça, pour résoudre le chômage, comme on n'arrivait pas à se lancer dans un développement industriel, on a créé des emplois de fonction publique beaucoup plus importants. Mais qui va les payer ? C'est les productifs qui payent les fonctionnaires qui sont productifs d'un service. Mais on ne peut pas avoir 10 personnes qui en payent 30, 10 personnes qui fabriquent, pour payer 30 qui sont des fournisseurs de services, aussi honorables soit leur vocation et leur production. Moi, j'étais militaire, je n'étais pas productif. En plus, un militaire, en général, on ne lui demande pas de produire, mais de détruire. Bon, je plaisante, parce qu'on construit pas mal de choses, et au Mali, les gens se souviendront de ce que l'armée française a apporté au niveau construction. Mais ce que je veux dire, c'est que je savais qu'en tant que militaire, je coûtais à mon pays, parce qu'il avait choisi cette politique. Maintenant, j'avais déjà imaginé qu'il fallait me payer, quoi. Ma solde, elle ne tombait pas comme ça. Il fallait des gens qui produisent des produits manufacturés, qui les vendent, qui aient une balance commerciale excédentaire en notre faveur pour pouvoir payer tous ces métiers utiles mais chers. Voilà. Alors le pire, c'est que et ça chez nous, avec David Saforcada et Damien Cornu, on en parlait cet après-midi, c'est inacceptable. Le pire, c'est que la tranche de la population qui a souffert de ça, c'est la classe ouvrière. Le prolétariat, si vous voulez, pour reprendre un mot utilisé par la gauche ou simplement par les marxistes. C'est eux qui ont payé. C'est eux qui sont tombés au chômage. Les cadres aussi, il ne faut pas se faire d'illusions. Les techniciens, c'est-à-dire les gens du milieu, un petit peu pareil aussi. Tout le monde en a bavé. Mais les cadres ont réussi, me dit-on, à se reconvertir dans ce qu'on appelle le conseil. Vous savez, le métier de consultant, c'est vrai. Mais 3 millions d'emplois ouvriers industriels perdus, 350 000 emplois de consultants créés seulement dans la même période. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une situation de désavantage. Alors le pire,
c'est qu'on avait connu, les gens n'ont pas compris, on a connu de 1945 à 1975, à peu près l'époque où j'ai mon téléphone cellulaire de l'armée qui va être acheté par les Américains, là. On a connu ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire que la France sort de la guerre. La guerre a été épouvantable pour nous. On a fait partie des vainqueurs, mais on l'a payé très très cher. Notre outil industriel était détruit. Les gens ne savaient plus où se loger. Heureusement, on avait encore un empire colonial qui offrait mais il était en train de se révolter. Donc ça a été terrible. 1945, année zéro pour la France. On le dit souvent pour l'Allemagne. Mais les Français ont été fantastiques. Le peuple français a réussi, en 30 ans, à devenir, je vais vous donner un exemple, est-ce que vous savez qu'entre 1963 et 1967, le deuxième pays le plus riche du monde, c'est la France. Après la guerre d'Algérie, hein, on a dépensé énormément, c'est la paix, et ben on devient le deuxième pays le plus riche du monde, grâce justement à notre production industrielle, à notre production économique, à notre production agricole. 1968-69, on est dépassé par les Japonais, puis après on sera dépassé par les Allemands, puis et puis à un moment, les Britanniques, qui étaient devenus très très pauvres jusqu'à la fin des années 70, vont repartir. Donc la France, et je me souviens d'un cercle de réflexion, c'était pas le cercle Bayard. En 1962, Ludovic, dis-moi tout de suite, hein, c'était pas le cercle Bayard, ça peut pas l'être. C'était le Club de Rome. Le Club de Rome disait, en l'an 2000, le pays le plus riche du monde sera la France, comme c'est parti. Et en l'an 2000, je crois qu'on est bien loin d'être le pays le plus riche du monde. Alors, ce n'est pas une compétition d'être plus riche, il faut être le plus heureux possible. Mais aujourd'hui, en créant de la paupérisation, en oubliant qu'il y a une partie de la population qui a besoin de vivre... en plus, c'est des gens qui sont... Les victimes, c'est des gens qui sont les plus... c'est ce qu'on appelle les classes laborieuses, qui sont honnêtes, qui ont de l'entraide, on les a sacrifiés. Ça me scandalise. Bon. Au niveau de la paupérisation, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors c'est pas que les citoyens français que je prends en compte, c'est la population française. Sur les 67 millions, il y a une partie d'étrangers qui sont intégrés, il y a l'immigration, etc. 15% des gens qui habitent en France sont en dessous du seuil de pauvreté. Comment on calcule le seuil de pauvreté? Vous prenez 60% du SMIC. Vous voyez ça? Oui. 60% du SMIC. C'est-à-dire qu'une personne que vous croisez dans la rue sur 6 est en dessous du seuil de pauvreté et fait partie des gens les plus pauvres en France. Alors malheureusement, on ne les voit pas toujours, parce qu'il y en a qui sont fiers, qui essaient de chercher, Bon. Et puis on en voit aussi dans la rue. Hein, on voit beaucoup de misère. Et je pense que la désindustrialisation est à l'origine, en grande partie, de cette misère. Je fais un petit break, juste pour vous dire que pourquoi nous on s'appelle l'appel au peuple, et pourquoi on se dit gaulo-bonapartiste en voulant rassembler toutes les forces vives de la nation, hein, qu'elles soient de gauche ou de droite. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on s'est aperçu que dans l'histoire napoléonienne, ça fait à peu près 37 ans, je crois, si on compte Napoléon Ier et Napoléon III, il y a eu un énorme travail social qui a été fait. Est-ce que vous savez que Napoléon III, c'est lui qui a autorisé le droit de grève en France? Bon, vous le saviez. Les historiens, tu es historien, c'est Laurent, non? Il y a des historiens, là? Ah, voilà. Tu le savais, Ludovic. Hein, le droit de grève. À condition de ne pas porter atteinte à la liberté du travail. Donc, bon, ce n'était pas toujours facile comme aujourd'hui, mais c'est lui le premier. L'autorisation aux associations ouvrières, c'est lui. Et ça a été les syndicats. D'ailleurs, quand Napoléon III a été enterré en Angleterre, il y avait l'impératrice Joséphine, et derrière, vous aviez tous les représentants des syndicats français qui étaient là. Qui a créé le premier, pour les classes en paupérisation, l'emprunt à 0%, Napoléon III? Qui a créé l'inspection du travail, Ludovic? C'est lui, hein, l'inspection du travail. C'est lui, Napoléon III. Bon, t'es pas toujours content de voir mon inspecteur arriver quand je dirigeais
quand je dirigeais Westinghouse, mais bon, c'est son boulot, il fait son boulot, il est là pour défendre, pour faire respecter la loi. Même s'il devait m'emmerder parfois. Mais bon, il venait, et c'est Napoléon III qui a créé ce truc-là. Vous voyez, les cités ouvrières avec des conditions d'hygiène où il y avait la possibilité de faire des jardins ouvriers, des potagers, c'est lui. Voilà. Donc on sait, quand on a commencé à réfléchir sur une amélioration de l'économie française, on a voulu s'inspirer un petit peu de ce qu'il a fait. Alors Napoléon III, à un moment, il était devenu, c'était avant d'accéder au pouvoir, il avait écrit un livre sur l'extinction du paupérisme, où il imaginait, moi ça me plaisait bien, mais bon, ça ne plaisait pas à tout le monde, il imaginait que la France deviendrait un énorme régiment, avec dans chaque département des compagnies d'ouvriers, on ferait des logements pour les familles, avec jardin potager pour améliorer le niveau de vie, etc. Mais c'était complètement utopique. Les socialistes avaient déjà pensé à ça. Proudhon avait déjà imaginé ça, un des précurseurs du socialisme. Donc, si vous voulez, on avait constaté que Napoléon III voulait avancer, voulait trouver des solutions, fussent-elles utopiques. Et c'est ça qui a fait avancer son régime dans le social. Parce que les gens ont dit, bon, ben, on ne peut pas créer ce paradis prolétarien qu'il a imaginé dans un bouquin alors qu'il était en prison pour avoir tenté un premier coup d'État au fort du Ham, là, dans le nord de la France. Mais il a poussé ses gouvernements, ses ministres à aller dans cette voie d'amélioration du sort du peuple français. C'est pour ça que Napoléon III, qui avait un côté un peu autoritaire dans son régime, a toujours été apprécié du peuple français, et que je crois que son plus mauvais score plébiscitaire, quand il questionnait le peuple français, David, je crois que c'est 82% le plus mauvais des scores napoléoniens au plébiscite. Ça doit être de... Oui, c'est ça, 82%. Bon, aujourd'hui, j'en connais, ils aimeraient bien avoir 82% dans quelques semaines. Hein. Bon. Je ne fais pas de politique. Et comme je vous l'ai dit, on est des rassembleurs. Bon, ben, pendant cette période de Napoléon III, après, vous avez eu des chefs d'État, des chefs de gouvernement exceptionnels qui privilégiaient l'intérêt du peuple, l'intérêt de la nation. C'est la même chose. Une nation qui n'est pas riche n'a pas d'un peuple riche. Une nation qui n'est pas heureuse n'a pas un peuple heureux. Et un peuple qui n'est pas puissant n'a pas de nation puissante. Je vais citer tout simplement Clémenceau. Il avait compris. Alors lui, il a été confronté à la guerre. Mais avant, il avait été ministre de l'Intérieur. Il s'est même présenté à la présidence de la République. Vous avez Mendès France. Mendès France est un type qui avait imaginé aussi une politique sociale avancée. Vous avez De Gaulle, bien sûr, qui est à l'origine des 30 Glorieuses, qui a lancé tous les grands développements technologiques français. Le président Pompidou, ensuite ça a été Giscard, Mitterrand. Et puis, je pense que ça a commencé un peu au milieu du règne de François Mitterrand. Il a fait deux septennats, oui, si je me souviens bien, que ça commençait à dégringoler. Et comme par hasard, lui, il était malade. Donc, non, mais c'est important. Voilà. Alors ensuite, il y a eu ce que j'appelle... vous me direz après ce que vous en pensez. Hein, on est libre de penser on est en démocratie. Moi, je pense qu'il y a eu 2 escroqueries dans notre société. La première escroquerie, ça a été le piège européen dans lequel la France est tombée. Alors, je sais que je peux scandaliser des gens qui sont européens, je les respecte, et moi je dis simplement, au départ on est parti sur un marché commun à 6 personnes, aujourd'hui on est à 6 pays, pardon. Aujourd'hui on est à, si je reviens, oui, à 27, hein, et puis en 90 on a dû monter à je ne sais plus 15 ou 16, bref, on a intégré très très vite, au nom de la paix, au nom de l'humanisme, c'est très très beau, mais on a intégré des pays qui travaillaient à des tarifs 4, 5, 6,
7 fois, 8 fois inférieur à celui de l'ouvrier français. C'était très bien d'intégrer, de faire ça. Il fallait en plus, quand l'URSS s'est effondré en 90, on a intégré la Pologne, on a intégré la Tchéquie, on a intégré la Roumanie, plein de pays satellites de l'URSS qui avaient souffert d'une certaine situation dictatoriale, mais il fallait le faire intelligemment, calmement, pas d'un seul coup comme ça. Parce que sinon, vous trouvez l'entrepreneur qui doit sauver son entreprise ou qui doit essayer d'augmenter son bénéfice, eh ben, il va faire travailler ces gens-là plutôt que le français, même si la qualité est parfois moins bonne. Ils avaient des très bons techniciens. Hein, les pays du pacte de Varsovie, hein, comme les Russes aujourd'hui, on s'aperçoit d'ailleurs que leur technique est quand même pas... Leur technologie est malheureusement pas très mauvaise, hein, plutôt bonne. Eh bien, ces gens-là se vendaient à des prix 4 fois, 5 fois inférieurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Renault est allé construire des voitures en Croatie, en Espagne bon, qui était aussi un pays à moindre coût. Citroën vous fait une DS4 en Allemagne où ils prennent des ouvriers vietnamiens ou polonais, etc. Voilà. Voilà où ça nous a conduit. Donc l'Europe, c'est une bonne chose. On ne va pas nier que nous sommes européens, mais on est d'abord français. Et moi, quand j'ai élu une personnalité, c'est pour qu'il s'occupe de mon problème. Monsieur est un élu de la communauté de communes de la métropole grenobloise. Il est là pour servir les Grenoblois. Il adore les Basques, j'en suis sûr. Il adore les Alsaciens. Mais il est payé pour s'occuper des Grenoblois. Donc il va s'occuper de ça. Et c'est pareil pour nos présidents, pour nos députés. Quand on les élit, c'est pour qu'ils défendent nos intérêts. Et malheureusement, au nom d'idéologie, ils se font élire en défendant des intérêts, mais ils ne s'occupent plus de nous. Et puis, au nom de l'Europe, on accepte des sacrifices énormes. Aujourd'hui, comment on appelle ça? La VA, c'est-à-dire la valeur ajoutée, voilà. Vous savez ce que c'est, la valeur ajoutée. Quand vous vendez un produit, vous vendez une voiture. Bon, vous avez la conception de la voiture, c'est vos ingénieurs dans l'usine ou dans la société qui produisent cette ingénierie. Ensuite, vous avez le contremaître qui va organiser le travail sur la chaîne. Mais l'acier ou le plastique, c'est les voitures en plastique, les batteries, vous allez chercher en Chine, l'acier. Et quand vous vendez votre voiture, vous vendez tout. Vous vendez le prix que ça coûte, plus X, et ça vous donne votre prix de vente avec un bénéfice. La valeur ajoutée, c'est la part de ce que vous avez, vous, produit, donc votre ingénierie, votre organisation, séparée de ce que vous vendez, mais qui a été acheté à l'extérieur. C'est-à-dire que quand je vends, si vous voulez, la valeur ajoutée de Citroën Grenoble, ils vont vendre la DS4, il va vendre la part présentation, entretien des locaux, etc. Ça, c'est de la valeur ajoutée de Citroën, mais la voiture est fabriquée en Allemagne. Donc il va peut-être prendre une petite marge, il va même sans doute prendre une petite marge, mais elle est fabriquée en Allemagne. Donc la valeur ajoutée, ce n'est pas cette partie de la voiture qu'on vend, c'est la partie qui provient de notre propre production. Alors la valeur ajoutée, je vous donne un exemple, simplement 4 exemples. En Allemagne, la valeur ajoutée pour l'industrie allemande, elle est de 690 milliards en 2020, je parle. En France, elle est de 232 milliards, c'est-à-dire qu'on est 3 fois inférieur en valeur ajoutée à l'Allemagne. Le Royaume-Uni fait comme nous, mais le Royaume-Uni, vous le savez, il a aussi sacrifié son industrie. L'Italie, eh bien, ils font mieux que nous, parce qu'ils ont réussi à maintenir quand même une industrie, surtout dans le nord de l'Italie. Et puis dans le sud, ils essayent de convertir en numérique des entreprises qui n'ont pas besoin d'être près des grands centres de production d'acier ou d'énergie. Voilà. Et puis l'Espagne monte. Elle est encore derrière nous, mais elle monte. Elle a une pente ascendante importante. Voilà. Ensuite, et là encore, je vais peut-être en scandaliser, vous faire plaisir. Je vous ai parlé que l'Europe, comme elle a été faite, à mon avis, est une erreur, et nous en faisons les frais aujourd'hui. Vous avez autre chose, c'est le phénomène écologiste. Moi, j'ai 6 enfants, 11 petits-enfants,
Eh bien, il y en a certains qui me disent « Ah, grand-père, on va voter écologiste. » Qu'est-ce que t'as dit? Bon. Eh bien, on va voter écologiste, parce que c'est drôlement bien. La maîtresse nous a dit, l'écologie, c'est l'avenir, le réchauffement climatique. J'ai dit, oui, mais... Alors, je ne leur ai pas expliqué, mais j'ai compris une chose, c'est que quand vous vous appelez Europe, écologie, les Verts, c'est magnifique, vous êtes pour l'Europe, l'avenir, vous êtes pour l'écologie, sauver la planète, et vous êtes Verts, la couleur de l'espoir. Ils ne se sont pas appelés Europe manipulatrice, escrologie, les jaunes. Non, ils ont pris Europe, écologie, les Verts. Voilà. Et donc l'impact, c'est que les gens ont cru pendant des années que l'Europe manipulatrice, les jaunes et les... Bon, non, je me trompe, c'est le contraire. Que des gens comme eux et LV étaient des gens honnêtes. Moi, je dis, ils nous ont manipulés. Ils nous ont manipulés. Je vais vous donner un exemple flagrant. J'ai quitté l'armée. Je rentre dans l'industrie, et je rentre dans l'industrie nucléaire. Bon. Alors certains diront, toi, t'aimes vraiment faire chier le monde, hein. Mais bon, je rentre dans l'industrie nucléaire. La France, leader mondial. 230 000 emplois quand je suis dans l'industrie nucléaire. Nous avons, tu as travaillé toi Bruno, là, dans l'industrie nucléaire d'ailleurs, je crois. Hein. Tu nous en parleras peut-être, mais un petit peu. Nous avons le plus gros taux d'électricité produite par l'énergie nucléaire dans le monde. Et on nous explique tous les jours. Moi, ça a été pareil pour le service militaire. Hein. Tous les jours, on a expliqué que un adjudant, c'était cruel, que l'armée, c'était pas nécessaire, que le service militaire emmerdait les étudiants, que... Bon. Et puis finalement, on est arrivé à la décision de Chirac, unilatérale, tout seul, d'arrêter le service militaire. Le nucléaire, c'est pareil. Tous les jours, sans arrêt, on répétait aux gens que c'était dangereux, que regardez Fukushima. C'était le 10 avril 2011. Je m'en souviens bien parce que le lendemain, on a perdu contre l'Italie en rugby, tu sais. Et donc, bon, combien de morts aujourd'hui, 2022, dus au nucléaire, à l'accident nucléaire, parce qu'il y a eu un accident nucléaire. Combien de morts dus à l'accident nucléaire aujourd'hui? Je ne t'interroge pas, Laurent, c'est ça? Toi, c'est Paul. Oui. Comme tu le sais, je ne t'interroge pas. 16. Bon, c'est pas loin du chiffre. Aujourd'hui, depuis l'accident et le traitement de l'accident, jusqu'à aujourd'hui, 0 mort due au nucléaire, c'est-à-dire la contamination nucléaire et la radioactivité. Alors, avant, quand il y a eu l'opération d'extinction du réacteur, il y a eu quelques morts, oui. Ça, c'était les soldats du feu, hein, malheureusement. Et je ne pense pas qu'ils soient à 16. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'ils sont sûrement à une dizaine. Et ensuite, une fois qu'on a arrêté le réacteur, qu'il y a eu cet épandage de contamination, qu'il a fallu évacuer les populations, mais il y a toujours eu 0 mort. Nagasaki, 250 000 morts. Fukushima, 0 mort, dû au nucléaire. En fait, les 20 000 morts et disparus de Fukushima sont dus uniquement à l'effet mécanique de la vague tsunami. Et cette vague, plus de 15 mètres, qui a tout renversé sur son passage, noyé des gens, englouti des gens dans la vase, en plus les chocs projetant des voitures en l'air, des bateaux en l'air qu'on a retrouvés à plus d'1 kilomètre de la côte, c'est ça qui a tué les gens. 20 000 morts dus à l'effet mécanique de la vague, et non pas à l'accident nucléaire. Et ça, eh ben on nous le dit pas. On continue à rabâcher que le nucléaire est dangereux. Le nucléaire, c'est dangereux, c'est évident, mais dans ces conditions, prenez plus de voiture, traversez plus la route. Non mais attendez, il faut savoir que le danger et le risque, ça se maîtrise. Alors je vais est-ce que vous connaissez un peu comment ça fonctionne le nucléaire ? Bon, ben, je vais essayer de vous expliquer, comme je le faisais aux jeunes ingés que je recevais, et qui commençaient à travailler chez moi et qui n'étaient pas forcément formés dans le nucléaire, qui étaient des mécaniciens.
On fabriquait des emballages pour transporter des matières nucléaires. Et puis on faisait beaucoup de maintenance. Chez Westinghouse, on réparait les centrales nucléaires. Donc il fallait qu'ils créent des robots qui rentrent dans le bâtiment réacteur plutôt que de mettre des hommes qui prenaient de la radioactivité. On envoyait des robots. Et puis 100 mètres plus loin, avec un ordinateur, l'homme, le technicien, guidait le robot qui faisait le geste. Vous voyez. Mais il fallait donc à chaque intervention développer un robot. Bon. Alors comment ça fonctionne? Ben, vous avez un réacteur. Là, il n'est pas bon. Vous avez ce qu'on appelle le réacteur, dans lequel vous avez des tuyaux où l'on met de l'oxyde d'uranium. Voilà, c'est de l'uranium un petit peu enrichi, ça n'a rien à voir avec l'uranium militaire. Rien à voir. Vous pouvez pas l'utiliser pour tuer des gens. Vous pouvez le prendre à la main. Moi, je prenais les pastilles d'uranium à la main, quand elles n'ont pas commencé à être utilisées. Et là, vous avez, au milieu de ces tuyaux, vous avez des barres de contrôle qui vont permettre de créer ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Alors, très schématiquement, il y en a qui sont physiciens, qui doivent connaître, peut-être même mieux que moi, qu'est-ce que c'est la réaction en chaîne. Dans ces tuyaux, vous avez des atomes, hein, et puis qui se composent de protons, de neutrons. Quand vous créez cette réaction en chaîne en positionnant vos barres de contrôle, vous créez un phénomène d'éjection d'électrons qui vont casser d'autres atomes, et ça crée une énorme énergie. Quand on utilise de l'uranium et qu'on fait la réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'on casse un atome, il y a un électron qui va casser un autre atome, eh bien, ça crée une énergie extrêmement élevée avec de l'uranium. L'énergie, c'est quoi? C'est de la chaleur. D'accord? De la chaleur. Bien. À chaque fois que l'atome éclate, c'est là où il y a le danger. Vous avez production d'un rayon radioactif. Voilà. Le rayon radioactif, alors il y en a plusieurs types. Il y en a un qui est le plus dangereux, c'est le neutron. La bombe à neutrons, là, vous voyez, on se rapproche un peu du phénomène militaire. Mais vous avez des rayons alpha ou gamma qui ne vous traversent pas cette couverture. À un moment, j'ai cru qu'on me l'avait amené parce qu'il y avait une source nucléaire dans la salle. Ouais, ça ne traverse pas ça. Vous pouvez vous abriter derrière la couverture. Par contre, le neutron, si c'est un rayon neutron, lui, il va vous traverser le corps sans que vous vous en rendiez compte, à toute vitesse, et il va tuer des cellules à l'intérieur de votre corps. D'accord? Vous m'avez compris? Bon, maintenant que vous le savez, vous n'allez pas vous promener près d'un réacteur. D'accord? Vous allez me demander de fabriquer un robot qui aille se prendre le neutron dans la tronche, pas vous. Complètement évident. Bon, je continue ma démonstration. Donc, des rayonnements qui sont dangereux, et puis, dans le bâtiment réacteur, vous avez la production de poussières qui sont souvent traversées par ces rayons et qui deviennent radioactifs. C'est ce qu'on appelle la contamination. Donc, il y a du rayonnement et il y a de la contamination. Voilà, c'est ça le danger. C'est pour ça que le réacteur est composé d'une cuve, ensuite d'un bâtiment, et aujourd'hui, depuis qu'il y a Fukushima, où justement le réacteur s'était emballé, avait pris feu, aujourd'hui, on peut mettre des piscines d'eau qui vont refroidir le réacteur en cas s'il explose, il va crever le sol de la piscine. L'eau va descendre le long du réacteur, protéger les parois, devenir de la vapeur, donc repartir à la verticale, par condensation, redescendre sous forme liquide et continuer à refroidir l'eau. Westinghouse, la boîte où j'ai bossé à la fin de ma carrière, était capable de tenir 5-6 jours sans qu'il y ait de danger pour les travailleurs, ce qui permettait après de trouver d'autres solutions pour neutraliser ce réacteur et neutraliser la réaction en chaîne. Vous me suivez? Je continue. Donc, quand ça marche parfaitement, c'est-à-dire dans 99% des cas, s'il y a un seul défaut dans une centrale nucléaire, on arrête tout. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On vous dit, ah, le nucléaire, ils arrêtent 10 centrales d'un coup, ils vont peut-être en arrêter 7 autres. Oui, c'est parce qu'il y a le moindre défaut, on arrête.
Et comme on a critiqué le nucléaire pendant des années et des années, EDF n'a pas les moyens d'entretenir ces systèmes, c'est-à-dire qu'au moins de défaut, on arrête la centrale. Voilà la situation où on se trouve aujourd'hui. Et ce n'est pas les éoliennes qui vont nous apporter l'électricité. On a même essayé de les mettre sur les TGV, ce n'est pas ça qui fait avancer les TGV. Hein. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau dans le réacteur. L'eau part sous forme de vapeur. Elle va dans un appareil qu'on appelle le générateur de vapeur, où il y a plein de tuyaux encore. Et cette eau, elle est à une température extrême. Elle passe dans des tuyaux qui doivent être totalement étanches pour éviter de la radioactivité et pour éviter de la contamination. Tout le monde me suit? Bien. Si j'ai la mer, pas la mer MER, l'eau avec le sel. Si j'ai la mer à côté, ou une rivière, ouais, on va prendre l'Isère. D'ailleurs, il y en a une centrale là, sur l'Isère, vous me rappellerez son nom. Je prends l'eau et je l'amène au contact de ces tuyaux. D'accord? Elle se transforme en vapeur, elle ressort sous forme de vapeur, et là, elle va faire tourner une turbine, un peu comme une dynamo de vélo autrefois, vous voyez. Et cette turbine va faire tourner un générateur qui produit de l'électricité qui va directement à la ligne à haute tension. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez travailler. Alors, on est toujours protégé hein, dans le nucléaire, c'est la sécurité du travail, elle est optimum. Mais vous pouvez travailler tout nu. Ici, vous risquez rien dans cette partie-là. Le danger, c'est là. Eh bien, on n'envoie personne. On sait faire des robots. On a les meilleurs ingénieurs du monde. On fait des robots et ils travaillent pour recélérer les boulons, vérifier l'étanchéité, etc. Ici, on envoie des robots qui vont, avec un courant de Foucault, une sonde qui fait tous les tuyaux, comme ça, les 5000 tuyaux du générateur de vapeur ou les 7000 tuyaux. Il va regarder si les tuyaux sont toujours étanches, s'il n'y a pas de fissure, s'il n'y a pas d'écrasement. S'il y a un écrasement, ben on bouche le tuyau. Mais comme il y a 7000 tuyaux, ben, les 6999 autres vont continuer à produire de la chaleur qui, au contact de l'eau de rivière ou de l'eau de la mer, va produire de la vapeur qui fait tourner la turbine, qui fait tourner un générateur qui est branché à la ligne à haute tension. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est effectivement se protéger du rayonnement, de la radioactivité et de la contamination. Et pour cela, la France était devenue le leader mondial. Le leader mondial. Et on n'arrivait pas à le vendre. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a qui préparent des études scientifiques ou qui font des études scientifiques. Le problème en France, c'est que l'ingénieur, il ne sait pas se défendre. Il est plongé dans sa production technique, dans sa passion, produire quelque chose de techniquement fiable, et on a oublié dans nos écoles à lui apprendre à se défendre, à faire un petit peu de rhétorique, à faire un petit peu... Donc, vous êtes la jeunesse de la France. Quel que soit le métier que vous ferez, enseignant, personnel soignant, personnel d'industrie, pensez quand même que quand vous avez quelque chose dans lequel vous croyez, il faut le défendre. Après, on échange les arguments des uns et des autres et on essaye de trouver la meilleure conclusion. Mais voilà, moi je pense qu'on avait pas mal de manquements vis-à-vis de nos ingénieurs qui avaient créé le système nucléaire le meilleur du monde. On le vendait aux Japonais. Les Japonais venaient se prostituer à La Hague pour voir nos systèmes. On le vendait aux Américains. On le vendait aux Anglais aussi. Tous les grands pays industriels. L'Allemagne venait en France faire retraiter ses combustibles usés. Bon. Et malheureusement, on a un petit peu écouté, un petit peu trop souvent, des gens qui se prétendent scientifiques et qui vous racontent qu'il y a eu 20 000 morts dus à l'accident nucléaire de Fukushima, ce qui est un mensonge. J'ai cru pendant longtemps qu'il y avait eu 900 000 morts à Tchernobyl. En fait, il y en a 150 000. Il y a eu 150 000 morts à Tchernobyl, pas un de plus. Alors c'est un désastre. 150 000 morts, c'est 150 000 morts de trop. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, pourquoi dire 900 000 ? C'est un mensonge.
Mais seulement ça vous permet, dans les médias, de faire un grand coup médiatique, 900 000 morts. Et puis on vous dit aussi les déchets nucléaires durent des milliards d'années. On en a parlé tout à l'heure, et j'avais dit à Ludovic que je vais en parler. Bon, je vais vous parler des déchets. Alors vous avez des déchets qu'on appelle les déchets à faible activité. C'est les gants que moi j'allais utiliser avec mes ouvriers, mes techniciens pour travailler dans le générateur de vapeur. Alors parfois vous touchez de la poussière, ils sont contaminés. Donc vous vous douchez, vous faites, il y a toute une procédure, tout un protocole pour sortir de l'usine complètement propre. Donc ces gants, les outils que vous laissez traîner un tournevis et puis il y a de la poussière radioactive qui vient dessus, il est contaminé, ça devient un déchet, d'accord ? Mais c'est un déchet très faible, de très faible activité. On l'enterre à 1 mètre dans le sol et son activité ne durera que très peu. D'ailleurs, on peut même faire autre chose quand il y en a trop à évacuer. Eh ben, on prend des chiffons, une solution décontaminante et on frotte et on le repasse à l'appareil, le compteur Guichet-Gère, si vous voulez, de moderne, et il va vous dire s'il est encore contaminé. Ça, c'est les déchets de faible activité. Le problème des déchets, le seul véritable problème de déchets que j'accepte sur lequel j'accepte de discuter avec un interlocuteur opposé au nucléaire, c'est le combustible qui est là-dedans, l'uranium. L'uranium, en fait, en brûlant, il se transforme en combustible irradié. Ce combustible irradié est très dangereux parce que la radioactivité est plus forte et il ne faut surtout pas le toucher. Je vous ai dit que les pastilles d'uranium, toutes neuves, toutes fraîches, moi je les prenais à la main. Ça ressemble à un cachet d'aspirine un peu plus gros, si vous voulez. Mais une fois que vous l'avez utilisé, cette poussière, cette cendre est très très radioactive, elle est très dangereuse. Tout est étanche. Je ne vais pas m'amuser à le toucher. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'uranium usé et on l'envoie à l'usine de La Hague. Voilà, l'uranium usé, le combustible usé, on l'envoie à l'usine de La Hague, où là, il est retraité, donc avec des solutions chimiques. On sépare de ce combustible usé de l'uranium tout neuf, et, alors là, effectivement, du plutonium. Haute matière, très dangereuse. Là, vous pouvez commencer à avoir une possibilité d'utilisation militaire. Ce n'est pas encore du plutonium à un enrichissement suffisant ou avec des qualités suffisantes pour servir à l'arme nucléaire, mais vous pourriez l'utiliser, avec des scientifiques, des moyens très développés, des investissements énormes. Bon. Vous sortez de l'uranium neuf. Qu'est-ce que vous faites de l'uranium neuf ? Ben, vous le ramenez. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Les écolos, ils appellent. J'ai fait du recyclage. Il n'y a pas plus écologique que ça. J'ai fait du recyclage. Le plutonium, alors j'ai une autre solution. Eh ben, je le mélange avec de l'uranium. Et j'ai un mélange d'oxyde. Je vous ai dit que ça s'appelait l'oxyde d'uranium. Ça, c'est de l'oxyde de plutonium. Et j'ai un mélange d'oxyde qu'on appelle le MOX. Les Français sont les meilleurs au monde pour faire ça. Les Américains nous ont même envoyé du plutonium militaire pour qu'on le reconvertisse en MOX, et on y est arrivé, on leur a renvoyé du combustible MOX. Et le MOX, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Je peux l'utiliser comme l'oxyde d'uranium, sauf qu'il est plus performant et moins cher, puisqu'il provient d'un déchet. Voilà. Donc ça, on peut le faire 2 fois. Après, la 3e fois est plus compliquée à faire. Je pense qu'aujourd'hui, les Français sauraient le faire, mais on a délaissé les investissements dans le nucléaire, on a délaissé le nucléaire, et aujourd'hui, malheureusement, on a pris du retard par rapport aux Russes, aux Chinois, qui nous ont piqué beaucoup de technologies, peut-être par rapport aux Américains et à d'autres pays. Alors par contre, il va rester de tout ce recyclage très écolo, de tout ce retraitement, il va me rester 3,5% du volume initial qui était là-dedans, qui sera du, comment on appelle ça, du déchet ultime. Et donc on ne peut plus retraiter. Mais là c'est pareil, les Français ont inventé un truc super.
Le déchet ultime, on le met dans une matrice de verre en fusion, et cette matrice de verre en fusion va envelopper complètement le déchet ultime. On va mettre par-dessus une carapace d'acier, et on va mettre tout ça dans un emballage dit de stockage. Et c'est ce qu'on essaye de mettre à Bure, sous terre. En attendant, ils sont dans leur sarcophage d'acier à La Hague. Alors, ça, c'est haut comme ça. C'est, allez, comme ça, de diamètre, c'est rond. Et on le met dans un emballage qui doit atteindre le plafond et qui fait de la porte à hi-fi. Et là, vous mettez plusieurs conteneurs comme ça. Et ça, effectivement, on ne sait pas aujourd'hui, on ne sait pas du tout le retraiter. Donc on l'enfouit dans des mines de sel en général, etc. Pour l'instant, on le garde encore en stockage. Et c'est à Bure qu'on chercherait à faire ce centre de stockage. Je vais vous expliquer quelque chose, parce que vous me dites, là, il est coincé, le François Harari. Là. Il fait le malin, mais il est coincé. Là. Qu'est-ce qu'il fait de cette saloperie? Je vais vous dire, moi, c'est vrai que je suis coincé. J'ai l'honnêteté de le dire. Mais depuis 1980, on va dire que la France a une énergie nucléaire qui produit pratiquement entre 70 et 80% de son électricité. Ça fait combien? Ça fait 42 ans aujourd'hui. Le volume correspondant aux déchets ultimes correspond, alors vous êtes plus, non, il y a des bonnes équipes de rugby ici, donc correspond à 2 terrains de rugby sur une hauteur de 1,20 m. Depuis 42 ans qu'on utilise du nucléaire pour produire 80% de notre électricité. Or, les Allemands qui ont abandonné le nucléaire, eh bien eux, ils envoient tous les jours, sans que personne ne leur dise rien, des milliards de mètres cubes d'oxyde de carbone. On est toujours chez nos oxydes. Hein, d'oxyde de carbone, c'est-à-dire de matière qui est extrêmement pénalisante pour la santé. Les Allemands ont augmenté le nombre de leurs morts par problèmes pulmonaires de, je crois, 30% depuis qu'ils sont passés au pratiquement tout charbon. Depuis, en tout cas, qu'ils ont fermé la moitié de leur parc nucléaire. Et dans 1 an ou 2, il n'y aura plus du tout de production nucléaire en Allemagne. Voilà. Alors, c'est un choix. Soit vous acceptez sur la surface de la Terre, sachant qu'on pourra un jour trouver une solution, probablement, soit vous acceptez de stocker quelques mètres cubes, mais complètement noyés dans une matrice de verre en fusion, puis après, dans un sarcophage d'acier dont les parois sont extrêmement épaisses, et enfin, dans un énorme emballage de stockage, et vous mettez ça dans une mine de sel à 300 mètres de profondeur, soit vous faites ça, soit vous acceptez de balancer des milliards de mètres cubes, comme le font la Chine, les États-Unis et l'Allemagne avec leurs centrales au charbon. Hein, c'est encore une fois les Alsaciens qui trinquent, hein, ils y sont pour rien, mais on leur ferme Fessenheim, et en plus on les oblige à habiter près de l'Allemagne, qui produit des milliards de mètres cubes d'oxyde de carbone. Bon, voilà, j'espère que je vais accélérer un peu, sinon Ludovic va m'engueuler. Alors la manipulation, les écologistes sont extrêmement forts. Enfin, je parle des écologistes politiques qui sont anti-nucléaires, ils sont très forts. On vous dit on vous compare toujours une centrale nucléaire à Nagasaki. Alors, moi, j'ai regardé dans un journal anglais qui s'appelle The Lancet, quels sont le rapport d'accidents mortels selon l'énergie qu'on utilise. Au niveau accident mortel, accident du travail mortel, l'éolien, qu'on utilise depuis récemment par rapport au nucléaire, qui est utilisé depuis 40 ans, pour l'instant est à 4 fois plus de morts. Le solaire, 11 fois plus de morts. L'hydraulique, que nous avons ici dans les Alpes, hein, tout le long de nos vallées et du Rhône, l'hydraulique, 35 fois plus de morts. Le gaz, 100 fois plus de morts. La biomasse, 600 fois plus de morts. Le pétrole, 900 fois plus de morts que dans le nucléaire. Et le charbon, 2500 fois plus de morts que dans le nucléaire. Depuis qu'on utilise le charbon, bon, ça fait longtemps, mais maintenant on l'utilise de manière expansive dans des pays comme l'Allemagne. Voilà. Alors le prix, on vous dit ensuite, j'entendais M. Jadot dire « Ouais, mais le nucléaire, ok, on va l'accepter un moment, mais c'est le plus cher. » C'est pas vrai, ça. C'est pas du tout le nucléaire qui est le plus cher. Surtout avec ce système de recyclage.
le nucléaire, en tant que production énergétique, est la moins chère des solutions aujourd'hui. Simplement, EDF, qui a beaucoup de centrales nucléaires, on prend une partie de ses bénéfices pour les reverser à des électriciens qui utilisent du charbon. Et on lui aligne ses prix ses coûts, en fonction de ce que les concurrents doivent payer. Donc il y a une situation d'injustice. Mais malgré cette situation d'injustice, le nucléaire reste encore non seulement le plus performant, mais le moins cher des systèmes d'énergie. Voilà. Alors, bon, j'ai fait un tableau, je vais quand même vous faire rêver un petit peu. C'est un diagnostic affligeant. Je pense que je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin pour que vous en définissiez vous-même les responsables. Hein. Et nous, on a cherché quelles seraient les solutions pour revenir à une situation beaucoup plus confortable pour le peuple français. Alors, il faudrait commencer par relancer les industries stratégiques à notre sécurité. Moi, j'ai lu le bouquin de Montebourg. Montebourg, le dernier bouquin qui s'appelle le tout dernier de... Comment tu dis? Non. Alors, c'est celui d'avant, là. Le grand... Ah, je sais pas. Non, c'est pas... Non. Mais Montebourg est ministre de l'Industrie. On lui dit il faut vendre la partie turbine d'Alstom. Bon. Il essaye de faire comprendre que ça serait une énorme perte technologique pour la France. Et puis son dernier argument, il a eu raison. Il a dit... mais il n'a pas gagné. Il a dit cette production de turbines d'Alstom est nécessaire à notre industrie nucléaire, donc c'est une industrie stratégique, il faut la garder. Comment la garder? L'État peut investir et puis devenir principal actionnaire chez Alstom, le moment au moins que l'on rétablisse un petit peu une situation financière améliorée. Alors on a décidé de le vendre. Et puis d'ailleurs, résultat, c'est qu'aujourd'hui, on s'adresse à General Electric qui a acheté Alstom pour nous procurer des turbines. Donc, nous avons une autre obligation. Et puis, lundi dernier, je vous rappelle, pas hier, mais c'est le lundi de la semaine dernière, ou mardi de la semaine dernière, on s'est réveillé, on s'est aperçu que notre monde était dangereux. Et que l'Ukraine était envahie par des chars, était détruite en partie par de l'artillerie, et que les chars passaient grâce à du génie, grâce à des transmissions, etc. Il faut à tout prix en France qu'on recrée un outil de défense. Nous avons une excellente armée. Mon président en vient, une armée professionnelle qu'on peut envoyer partout dans le monde et qui fait le meilleur boulot du monde. Ce qui s'est passé d'ailleurs au Mali est exemplaire. Avec 6 000 hommes, on a tenu un pays 5 fois comme la France et on a détruit l'infrastructure des terroristes. Bon, maintenant on se retire pour diverses raisons, tel n'est pas mon propos. Mais recréons, à partir de cet outil excellent, recréons une défense. Une défense, par exemple, capable de défendre le territoire national. Imaginez qu'Is No Good, Erdogan, ça m'a échappé. C'est celui qui voulait être calife à la place du calife. Imaginez qu'Is No Good débarque à Saint-Tropez. Eh bien, c'est le maréchal des logis chef Truchot, ça vous dit peut-être pas quelque chose, mais Paulette, vous voyez de qui je veux parler, hein? Maréchal des logis chef Truchot, qui va sortir, Truchot c'est dans les gendarmes de Saint-Tropez. Hein? Ludovic, oui, c'est Truchot. Qui va sortir son lance-roquette de l'armurerie de la gendarmerie, il va mettre 2 heures à le nettoyer, et qui va arrêter les 300 chars que M. Erdogan, peut débarquer à Saint-Tropez. Bon. Encore une fois, je suis dans l'utopie. Je vous ai parlé de l'utopie de Napoléon III. Elle a servi à la France et au peuple français. Mon utopie, je voudrais que les militaires, qui sont payés pour ça, aillent voir le pouvoir civil et lui disent « Nous avons imaginé toutes sortes de scénarios et il faut renforcer à tout prix la brigade de gendarmerie du maréchal des logis chefs Truchot Ludovic. » Voilà. Donc il faut revoir notre outil de défense, sachant qu'on s'est beaucoup trop reposé sur l'OTAN et que tout récemment, on a une frégate française qui veut intercepter au large de la Libye des bateaux, je ne sais plus de quelle nationalité, qui apportaient de l'armement clandestin. Donc la France fait son travail de police de la mer, au nom de l'OTAN d'ailleurs, et de l'ONU. Et
à Raisonne le bateau qui transportait des armements. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armement pouvait servir à des rebelles contre le gouvernement égyptien, rebelles que les Turcs soutenaient. Et bien, la marine turque a encerclé la frégate française et l'a menacée de tir. Je pense que si combat naval il y avait eu, probablement la frégate française aurait eu peu de chances de s'en sortir, mais elle aurait fait beaucoup de dégâts. Elle est encerclée par 4 frégates turques, elle en aurait au moins détruit 2, au moins. Bon, on s'aperçoit que le monde est dangereux. Et puis, c'est pas parce qu'on a eu cet incident au large de la Libye qu'on va décider du jour au lendemain de construire des frégates. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se prépare sur des plans à long terme pour lesquels il va falloir développer de l'industrie. Donc, il faudrait qu'on s'y mette dès aujourd'hui. Notre budget de défense actuel, il est de 38 milliards. Retenez ce chiffre, 38 milliards. Avec ces 38 milliards, on doit se payer la bombe, la dissuasion, pour un montant de 7 milliards. Donc 38 milliards, avec ça on paye nos équipements, il faut payer la solde des militaires qu'on envoie au casse-pipe, il faut payer aussi notre système de dissuasion, le maintenir en condition. C'est des sous-marins nucléaires en particulier. Donc en fait le budget de l'armée classique en France, il est de combien? 38 milliards, mais j'en ai 7, il me reste 31 milliards. Vous savez à combien se monte le budget de l'Allemagne? 48 milliards. 50% de plus que le budget français. Et pourquoi l'Allemagne n'a pas de territoire outre-mer? L'Allemagne n'a pas de dissuasion. L'Allemagne n'a pas d'obligation de l'ONU à être un peu le gendarme de la paix. Et bien l'Allemagne dépense pour son armée 50% de plus que la France, alors qu'ils n'ont pas de dissuasion. Bon, je vous ai parlé des Alsaciens, et ils ont un peu chaud aux fesses quand ils voient ça. Bon, j'arrête mon humour à 2 balles. Nous avons 260 chars lourds actuellement, des chars Leclerc. 60% sont opérationnels, parce que où se trouve l'armée française? Elle se trouve au Mali, elle se trouve en Afrique, prépositionnée, elle se trouve encore au Liban, elle se trouve encore en ex-Yougoslavie, elle se trouve à manœuvrer en Lituanie, demain elle sera en Roumanie, en Pologne, et on a une armée excellente, mais qui ne peut pas défendre le territoire national. Hein. Et nos chars ne sont pas entretenus, donc sur les 260 chars lourds qu'on a, seuls 60% sont disponibles. Vous faites le calcul, ça fait 160 chars lourds. Et je vous ai dit que Is No Good, il pouvait en débarquer 300 à Saint-Tropez. Hein. Bon. Donc on n'est pas prêt aujourd'hui, avec les dispositions qu'on prend, à faire face à un monde dangereux. On a 250 avions de combat, extraordinaires, les Rafales. On arrive enfin à en vendre parce que les gens se rendent compte, malgré la mauvaise publicité que leur faisaient nos propres alliés, se rendent compte que c'est un excellent avion. On en a 250. Les États-Unis, 2700. La Russie, 1600. Enfin, un petit peu moins depuis lundi dernier. La Chine, 1600. L'Inde, 710. Voilà. Nous sommes, au niveau aviation, derrière les 2 Corées, nord-sud, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Taïwan, le Japon. On a un porte-avions. Notre porte-avions, il est tellement complexe au niveau technologique que 33% du temps, on doit l'arrêter et faire ce qu'on appelle la maintenance. On change des pièces maîtresses. En plus, il y a un réacteur nucléaire pour faire tourner les hélices. Donc, il y a des choses très, très importantes à faire pour lesquelles on ne peut pas faire d'impasse. C'est-à-dire que pendant 33% du temps, au mieux, on n'a plus de porte-avions en France. C'est-à-dire que pour projeter des avions au large de la Nouvelle-Calédonie, qui est menacée par les Chinois, on a pendant un certain temps, on n'a pas les moyens d'assurer. Et nos ennemis potentiels le savent. Avec 250 000 hommes, 250 000 hommes, au niveau de l'effectif, l'armée française est à quelle position d'après vous? Combien? Pas très loin, on va être 30e mondial. Oui, bon, c'est pas mal. On est 22e mondial. 22e.
alors qu'on est au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire qu'on a une obligation de pouvoir intervenir pour maintenir la paix dans le monde. Voilà. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Il y a des menaces, c'est la menace terroriste, on le sait bien. Les gesticulations de Is No Good, la Chine. On va vous préparer des routes de la soie. Je te prête de l'argent et tu bénéficieras, on va construire des infrastructures dans ton pays et puis tu pourras développer ton économie et je t'aide. Ah bon, je vous rembourse quand ? Prêt, on va faire un prêt négatif. Je te prête 3 milliards, tu m'en rembourseras 2,5 milliards. Ah merci monsieur le Chinois. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait ça au Sri Lankais. Résultat, vous avez au large de Ceylan la plus grande base chinoise militaire. Il a fait ça à Djibouti, qui était quand même la chasse gardée de la France. Djibouti, c'est quand même l'entrée d'un golfe où il y a 8% du trafic maritime mondial qui passe. C'est quand même en face du Yémen, où il y a des situations de terrorisme qui se préparent, qui s'entraînent. Donc Djibouti, c'était très important. Aujourd'hui, on a 1400 Français. Il y a quelques Américains aussi, 2000. Quelques Espagnols, 200, qui sont avec nous intégrés à la défense française. En face, vous avez 10 000 Chinois aujourd'hui. C'est une énorme base chinoise. Les Grecs, nos amis les Grecs, que nous avons d'ailleurs défendus contre Is No Good, je ferai toujours contre Erdogan. Eh bien, les Grecs, les Chinois sont arrivés, on va vous aider financièrement. On vous prête 5 milliards, et puis vous nous rembourserez, allez, on verra bien. On est amis, nous sommes deux grands pays, de grandes civilisations. Ils ont accepté, et puis le jour où les Chinois sont arrivés, vous nous remboursez moins qu'on ce qu'on vous a prêté, mais ça, on a regardé le port du Pirée, ça correspond exactement à ce dont on a besoin. Ben maintenant, le Pirée est managé, enfin organisé, dirigé par un système, une organisation chinoise. Alors il n'y a pas encore de militaires parce que la Grèce fait partie de l'Europe, donc ils ne peuvent pas s'installer comme ça. Mais vous comprenez que la stratégie chinoise de la route de la soie, c'est pour poser des pions militaires. Ils s'approchent insidieusement, donc c'est un danger. Alors je ne dis pas qu'on va s'étriper avec les Chinois. Bon. D'ailleurs, ils n'ont qu'à se rendre. On se retrouve avec 1 milliard de prisonniers. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Mais bon. Donc, il n'y aura sans doute pas de guerre avec la Chine, mais ils représentent un danger. Et le positionnement de forces militaires à un endroit, c'est manifester une demande de rapport de force en disant, nous, la France, on a des intérêts là, on y positionne notre marine, des avions, nos soldats, et pour manifester notre présence. Et puis, vous avez des menaces qui sont terribles, pour lesquelles nous ne sommes pas encore préparés, et le confinement nous l'a révélé. En 1990, j'étais encore militaire, là j'étais officier de renseignement à Paris, c'était la fin de ma carrière. Je gérais des plans, un plan qui s'appelait Vigipirate. Ça vous dit quelque chose aujourd'hui, on l'avait déjà préparé en 1990. Eh bien, je gérais des plans pour faire face à des attaques bactériologiques par des virus, pas des vires russes, des virus en un seul mot, chimiques, électromagnétiques. Et puis aujourd'hui, à mon époque, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, le grand problème, c'est la cyberdéfense. D'ailleurs, les Russes, avant d'entrer en Ukraine, ils ont commencé à bousiller et à bloquer tous les systèmes de communication des Ukrainiens. Alors bon, les Ukrainiens arrivent à s'en sortir parce qu'ils s'étaient préparés. Je n'ai pas bien encore étudié comment les Ukrainiens se sont sortis d'affaire, parce qu'il semblerait qu'ils arrivent encore à s'organiser au niveau des télécommunications. Voilà. Et puis, voilà, le mardi dernier, on s'est réveillé avec ça. Alors, on a la dissuasion, vous me direz, ça marche bien la dissuasion, moi je suis d'accord, ça marche très très bien. Ça nous a permis, lorsque les Russes et les États-Unis s'affrontaient, et nous, on était plutôt du côté américain avec les Anglais, nous avions la bombe, ça permettait d'éviter la guerre, j'en suis sûr. Mais aujourd'hui, à quoi nous sert la dissuasion face au terrorisme ? Rien, elle est contournée. À quoi nous sert la dissuasion si jamais les Chinois qui se disent, tiens, il y a l'Australie, là, il y a, je sais pas, la Nouvelle-Zélande, ici, il y a la Nouvelle-Calédonie française. Bon,
les Chinois, ils s'aperçoivent que s'ils arrivent à s'emparer de la Nouvelle-Calédonie française, ils s'ouvrent tout le sud des mers australes. C'est un verrou, la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, pour protéger notre verrou, on a 3 remorqueurs, une frégate, sans doute la plus vieille de la marine française, et des patrouilleurs. Les patrouilleurs, c'est les petits bateaux qu'utilisent la gendarmerie, les affaires maritimes. Ça fait quand même pas très très lourd. Et si, ça veut dire que les Chinois peuvent être un jour, ils vont s'occuper de Taïwan, croyez-moi, mais après ils vont s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie. Si les Chinois s'emparent de la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on va accepter? Vous imaginez le président Macron détruire Shanghai pour sauver Nouméa? Impossible. Donc la dissuasion peut être contournée. Et moi, ça me rappelle la ligne Maginot. Ça a coûté très cher, c'était puissant, mais il fallait la compléter par un système classique, conventionnel, de blindés qui attaquent dans les intermédiaires, d'avions, et ce qu'on n'a pas su faire. Et donc la ligne Maginot a été complètement contournée, stratégiquement. Eh bien, il ne faut pas que notre force de dissuasion devienne une ligne Maginot. Il faut qu'on ait à côté une armée classique, et pour ça qu'on l'alimente en production de chars, d'avions qui soient françaises, c'est-à-dire des productions stratégiques qui reposent sur nos seules capacités. Commençons à nous occuper de nous-mêmes, on verra après. Alors je vous donne deux citations sur les budgets de défense. François Hollande déclarait sur je ne sais plus quelle chaîne de télévision, on lui a dit bon, Monsieur le Président, pendant votre quinquennat, le budget, l'armée française a une augmentation de mission, mais n'a pas vu ses budgets augmenter. Il a répondu « Je sais, mais les budgets de défense ne me semblaient pas prioritaires pour l'opinion publique. » Bon, dont acte. Madame Florence Parly, c'est la ministre des Armées, elle disait peu après « L'autonomie politique et opérationnelle repose sur l'autonomie technologique et industrielle. » On est loin d'être dans une situation satisfaisante. Alors, moi, je peux les comprendre. Il faut se faire élire, c'est difficile, il faut satisfaire les gens. Mais une fois que vous êtes élu, vous êtes là pour défendre votre peuple, votre pays. Donc, ils doivent nous dire, on doit aujourd'hui se réorienter vers une nouvelle politique de défense. Et si cette nouvelle politique de défense nous permet, pour des raisons de stratégie, de relancer nos capacités industrielles, ça serait extraordinaire. On peut relancer les programmes d'équipement pour ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. On n'en parlait pas il y a 2 ans, vous allez entendre ça de plus en plus dans les médias. C'est ce qui se passe en Ukraine, hein. C'est-à-dire que c'est des chars qui ont traversé la frontière. Et les Ukrainiens, c'est avec des armes anti-chars, des missiles qu'ils essayent de se défendre. La recherche spatiale. On est encore une fois les leaders. Comme on était dans le nucléaire, pourvu qu'on ne perde pas notre place de leader. Kourou, en Guyane, c'est... tous les pays européens contribuent au financement de Kourou, mais le plus grand financier, le leader de Kourou, ça reste encore la France. Rattraper notre retard sur les drones. Les drones, vous les achetez à 30 € pour vous amuser avec votre petit-neveu quand il n'y a plus de cours. Eh bien, Israël est champion du monde de fabrication des drones, ils en font depuis 30 ans. Pour l'observation, pour le tir. Ils ont détruit des objectifs uniquement avec des drones. C'est l'histoire du robot qui ne doit pas rentrer dans le réacteur pour ne pas être contaminé. Ben, le drone, c'est pareil, il n'y a plus besoin de pilote. La France devrait quand même être un leader dans ce domaine-là, avec nos capacités aéronautiques. On pourrait être surtout, notre système de défense pourrait être un leader mondial en matière de cybersécurité, de sûreté numérique, de sûreté sanitaire, de sûreté électronique. Comment ? Vous avez des niches. On sait qu'il y a tel système informatique qui est menacé en temps de guerre ou par une agression, ou même Poutine a utilisé très souvent ses moyens d'attaque informatique pour paralyser des adversaires, ou même pour nous embêter nous, même pour embêter les Américains. Eh ben, il y a des niches dans ce domaine-là. La France a les moyens, surtout vous qui utilisez le numérique comme un outil quotidien, eh bien, la France a les moyens et les capacités de se développer dans ce domaine. Vous savez, moi,
c'est des choix politiques. Tout ça, ça dépend de choix politiques. En 1777, on a commencé à fabriquer les fusils en France de manière industrielle. Ces fusils, un certain monsieur Beaumarchais est allé les apporter aux États-Unis et ils ont gagné avec des fusils français modèle 1777 la guerre d'indépendance des États-Unis. Jusqu'en 2017, le calcul est facile, nous avons fabriqué nos propres fusils. Le dernier, c'était le FAMAS, excellent fusil. Eh bien, aujourd'hui, par dévotion européenne, on a doté notre armée d'un fusil automatique allemand qui demandait aux gens du 4e chasseur ou du N e BCA ce qu'ils pensent du fusil allemand. Ils n'en sont pas du tout satisfaits. Pas du tout. Mais on les a achetés. C'est-à-dire qu'on a fait, pour acheter les fusils allemands, on a fermé des établissements à Bourges, dans le Massif central. Des établissements qui fabriquaient des pièces de notre FAMAS. Une histoire de fou. Alors j'aime bien les Allemands, on n'est plus en guerre, je parle 7 langues, j'y ai vécu 8 ans, je suis né en Alsace, bon, je les connais. Ouais, je fais un peu la moue, Paul, mais bon, ils ne sont pas si méchants que ça. Ils sont plus si méchants que ça. Bon, mais je ne vais pas sacrifier mon voisin, mon concitoyen français pour faire plaisir à un Allemand que j'aime bien. Moi, il vit sa vie, et puis moi, je vis la mienne avec mes concitoyens. Donc, c'est un peu le discours que je tiens, et je suis un petit peu désolé par ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous parler du... C'est un petit mot quand même sur le nucléaire. On peut redevenir des leaders en matière nucléaire. On a créé l'EPR. Moi, j'étais là quand Madame Lauvergeon, à l'époque, a décidé, j'étais à sa table lorsqu'elle a pris la décision de développer le nucléaire. L'EPR, et on a créé un espèce de monstre gigantesque, alors qu'on ne sait même pas fabriquer la cuve. On est obligé d'acheter la cuve du réacteur, là. On est obligé de l'acheter, pardon, pas le mur du bâtiment réacteur, mais la cuve, en noir, là. On est obligé de l'acheter en Corée du Sud ou au Japon, parce qu'on ne sait pas la faire, on n'a plus les moyens, on n'a plus l'usine pour le fabriquer. Puis après, il faut le transporter. Donc on fait appel à une compagnie hollandaise pour transporter la cuve du réacteur fabriqué au Japon ou du générateur fabriqué au Japon et de la cuve du réacteur fabriquée en Corée du Sud. Ben, c'est complètement fou. Il y a 30 ans, 40 ans, on avait tout ça, on savait faire en France. Donc il vaut mieux créer... Alors ensuite, le problème de l'EPR, gigantesque, énorme, monstrueux, on n'a pas les moyens de fabriquer les pièces, donc on les achète à l'étranger. Et ensuite... C'est très compliqué à construire, plus c'est gros, plus c'est compliqué, surtout quand vous avez une autorité de sûreté nucléaire qui, en France, est extrêmement exigeante. On s'est aperçu que dans la cuve qu'on avait achetée, il y avait des microbules d'hydrogène. Très très grave, on arrête. Mais c'était des microbules, il y a 20 ans, on aurait accepté. Et les centrales qui tournent à l'heure actuelle ont sans doute ce problème de microbules. Mais on l'a découvert à la construction de l'EPR il y a 3-4 ans. On a arrêté la construction de l'EPR. Donc c'est pour ça que les coûts augmentent. Moi, je pense que la France a fabriqué 57 réacteurs nucléaires. On en a pas mal dans la vallée du Rhône. 57 au budget aussi. On en a 57 un peu partout en France. Ces 57 réacteurs, ils tournent. Ils tournent tous les jours. C'est eux qui nous produisent leur électricité. Eh bien, il fallait revenir à ce concept. Alors on me dit, oui, mais les règles de sécurité ont changé, ont évolué. Certes. Il suffit d'évoluer le concept d'un réacteur un peu plus petit. Le coût de la piscine, hein, en cas d'explosion du réacteur, l'eau se répand dans le bâtiment réacteur par évaporation, repart vers le haut, par condensation, redevient liquide et retombe. Et ça vous permet de faire un refroidissement naturel du réacteur, c'est encore écolo ça, tiens, naturel du réacteur en cas d'accident équivalent à celui de Fukushima. Le coût de la piscine, on ramène sur ce qu'on fabriquait autrefois, ce qu'on appelait les REP, réacteurs à eau pressurisée. Maintenant on dit EPR. C'est à peu près le même concept, mais on a voulu faire quelque chose de trop grand. Il fallait simplement améliorer ça. Mais on a plein d'atouts, il n'y a pas que le nucléaire. Sachant qu'on peut faire des petits réacteurs aussi. Alors, M. Macron a confondu des réacteurs de format réduit avec les petits réacteurs. Des petits réacteurs, c'est 300-400 mégawatts.
Le PR, c'est 1800 mégawatts, pour vous donner une idée de format. Et ce qu'on a fabriqué en France pendant des années, et qui tourne aujourd'hui parfaitement, c'est entre 1000, 1200, 1400 mégawatts. Voilà. Maintenant, on est allé chercher 1800, c'est trop. Le petit réacteur de 300, 600 mégawatts, vous pouvez le vendre à des pays qui ne sont pas forcément aussi riches que la France. Vous prenez le Maroc. Le Maroc, heureusement, eux, ils ont du soleil, pratiquement en permanence. Donc, ils ont des champs, ils ont joué l'énergie solaire et ils ont eu raison. Mais le Maroc rêve d'avoir un système de désalinisation de l'eau pour avoir de l'eau potable. Ils ont de l'eau partout au Maroc puisque c'est un pays de l'Atlantique. Et malheureusement, c'est de l'eau salée. Alors, ils ont développé des champs de capteurs solaires là, pour avoir une usine, parce que pour désaliniser, il faut énormément d'énergie. Énormément d'énergie. On aurait pu proposer aux Marocains d'avoir 2 réacteurs de 600 mégawatts. Pourquoi pas? Les Égyptiens, c'est le même problème. Les Égyptiens, c'est un pays où il fait tellement chaud pendant une certaine période de l'année qu'ils sont en manque d'eau. Mais ils ont la Méditerranée à côté. Donc ils pourraient aussi, avec des petits réacteurs fabriqués par les Français, qui excellent en la matière nucléaire, qui pourraient leur servir à leur bien-être, à leur confort. De toute façon, les gens vous disent aujourd'hui, on a une solution, on va arrêter la croissance. Nous, les Français, on va vivre moins bien, moins confortablement, et puis comme ça, le monde est sauvé. Mais le problème, c'est que les Français ne représentent que 1% de la pollution de la planète. Donc soyons sérieux, continuons à nous développer, et développons les choses où on excelle. Les petits réacteurs nucléaires, c'est de l'excellent. Le ferroviaire, bon, le maritime, c'est quand même les chantiers de l'Atlantique, ça vous dit quelque chose. L'automobile qu'on a sacrifié aujourd'hui. Je pense que les Allemands ne sont pas innocents au sacrifice de l'industrie automobile à moteur thermique française. Est-ce qu'il faut privilégier le véhicule électrique alors qu'aujourd'hui on a des moteurs, alors qu'aujourd'hui la circulation routière avec les camions ne représente que 5% de la pollution du territoire, sur le territoire national. Ouais, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Alors est-ce que ça vaut le coup d'aller acheter des voitures électriques qui sont plus chères, qui enrichissent la Chine, tant mieux pour eux, mais qui polluent autant puisque les batteries aujourd'hui ne sont pas recyclables et posent un énorme problème. Voilà. Et puis bien sûr, on va terminer par prendre part à la 3e révolution industrielle. Je vous en ai parlé. Je pense que votre génération est plus à même que moi d'y contribuer et de se battre pour ça. Mais nous avons les capacités en France, la matière grise. On a en plus une jeunesse qui est prête à apprendre dans ce domaine-là, qui est passionnant. Eh bien, participons à la 3e révolution industrielle. Bien sûr, il y a 3 fabricants seulement de microprocesseurs dans le monde. Taïwan, notamment, c'est pour ça que les Chinois sont très intéressés. Les Anglais ont gardé de l'ingénierie, ils ne fabriquent pas chez eux, mais ils gardent de l'ingénierie et ils sous-traitent à Taïwan la fabrication de microprocesseurs. Nous, on a une boîte qui s'appelle ST Microelectronics. Voilà. Hein, eh ben, ils ont un marché devant eux qui est fantastique, il faut les pousser. Battons-nous, demandons à nos élus de se battre vis-à-vis du ministère de l'Industrie en disant « Attendez, nous les Grenoblois, on a des moyens de lutter contre le chômage, d'améliorer la vie des Français. » Un 3e grand site qui s'ouvre. Comment ? Un 3e grand site qui s'ouvre. Ah bah c'est une très bonne nouvelle. Merci. Ouais, très très bonne nouvelle. Je ne le savais pas. Je savais que c'était important ici, mais il y a un jeune ingénieur qui s'appelait Roland Moreno. C'est lui qui a conçu la puce qui a été développée ensuite par ST Microelectronics et qui aujourd'hui est utilisée dans le monde et dont on a... C'est sur vos cartes bleues, là, sur vos cartes de paiement, il y a cette puce, mais elle est également utilisée pour les microprocesseurs. C'est un Français qui l'a trouvé. C'est un Français, c'est un peu l'histoire de mon téléphone vendu aux Américains. Je pense que... Comment ? Et la robotique, naturellement. La robotique. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voulait... M. Tchuruk avait dit, je créerai une industrie sans usine. C'était une connerie. Il fallait créer une industrie avec usine, mais avec des robots. Et l'homme, l'ouvrier, devenait le
Le chef du robot, il pouvait, par un système de logiciel, d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez dans les chaînes de montage, très souvent, le métallurgiste qui est derrière sa chaîne, il s'occupe d'un clavier informatique, et de plus en plus. Bon, voilà. L'agroalimentaire. Alors, Paul n'est pas là. Non, malheureusement, mais tu lui diras que j'en ai parlé. L'agroalimentaire, c'est donc l'agriculture et la transformation des produits agricoles par l'industrie. Nous avions la première place en Europe, jusqu'à il y a 2 ans. Qui est premier en agroalimentaire en Europe? Ah, on pense souvent à l'Espagne, hein, où les fraises ont le goût de concombre. Et puis malheureusement pour toi, le concombre, il n'a pas le goût de fraise. Bon, désolé. Mais bon, l'Espagne, parce qu'ils ont fait une... Bon, mais ce n'est pas eux les premiers. Ben, bravo. C'est l'Allemagne qui a la première industrie agroalimentaire d'Europe. J'y ai vécu 8 ans. J'ai travaillé en y allant pendant 12 ans. J'ai dirigé une boîte en Allemagne. Personnellement, au niveau de la qualité, leur industrie agroalimentaire, c'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible. Et les Français faisaient de la qualité. Mais on a joué sur les coups, on n'a pas assez supporté notre industrie. Et voilà le résultat. C'est les Allemands aujourd'hui qui bénéficient de la consommation, de l'alimentation européenne grâce à leur production agroalimentaire. On a 10 millions d'ovins, 20 millions de bovins, et ils ne m'ont pas compté encore, 14 millions de porcs, des dizaines de millions de volailles. On n'en exporte que 22%. On devrait être complètement excédentaire dans l'élevage français. Le bois, on a la 4e forêt européenne, après la Suède, la Finlande, après l'Espagne. Mais l'Espagne, c'est surtout la zone... c'est surtout une forêt méditerranéenne, parce que les chênes sont plutôt dans le nord de l'Espagne, vers l'Atlantique. Et le reste de l'Espagne, il y a beaucoup de forêts, mais c'est surtout des forêts méditerranéennes qui ne sont pas très exploitables. Et bien, en France, il faut développer cette filière. Alors ça se fait, surtout dans nos zones de montagne, mais il faut y aller, créer des emplois, exporter. Et puis, utilisons notre avantage culturel. Aujourd'hui, il y a 300 millions de francophones dans 29 pays. En Afrique, quand un Algérien rencontre un Angolais, ils se parlent en français la plupart du temps. Alors maintenant, l'anglais devient très important, effectivement. Mais entre tous les pays d'Afrique, le français est resté une langue véhiculaire. J'ai travaillé en Afrique du Sud dans le nucléaire. Il y avait énormément de Sud-Africains qui parlaient l'anglais parce que c'était une langue officielle de leur pays, mais qui étudiaient le français pour communiquer avec leurs voisins africains, parce que le français était depuis très longtemps une langue véhiculaire. En Afrique, vous avez dans la même région, vous pouvez avoir 3 ethnies différentes qui ne parlent pas la même langue. Elles utilisent soit l'anglais, soit le français pour se comprendre entre elles. Et en Afrique, il y aura bientôt des centaines et des centaines de millions d'Africains en plus. Voilà, retrouvons donc la place qui devrait être la nôtre dans la nouvelle révolution industrielle du numérique. J'ai pensé à l'intelligence artificielle, aux télécoms, à l'électronique, au spatial. On en a parlé. Et évitons de laisser partir nos ingénieurs à l'étranger. Évitons de voir nos ingénieurs se convertir. Ils font une école d'ingénieurs et après ils font une formation financière pour travailler dans une banque. Moi, je ne paye pas des impôts et l'instruction, l'éducation nationale et nos écoles d'ingénieurs pour fabriquer un financier. C'est pour fabriquer. Si le gars veut être financier, il devient banquier, il est financier. Mais quand un ingénieur rentre dans une filière technique, il doit rester dans cette filière technique. C'est là où il va apporter le plus et où il va être le mieux formé. Bon. Et puis arrêtons d'avoir honte de nos prouesses. On ne parle jamais du luxe en France. L'industrie du luxe, ça représente 1 million d'emplois indirects. 600 000 emplois directs, 85% des exportations, 30 milliards de chiffre d'affaires. Je vais vous donner quelques marques. On croit des fois qu'elles sont italiennes, elles sont françaises. Dior, Fendi, Céline, NC, Mouette, Kering, L'Oréal, Hermès, Cartier, Chanel, Gucci. Gucci, c'est pas italien, c'est français, majoritaire. Voilà, et malgré une concurrence âpre qui nous vient des États-Unis, du Japon, qui est un grand consommateur aussi, d'Italie, de la Chine, de la Suisse,
Et bien malgré ça, on est encore les premiers dans le monde. Voilà. On sait aussi parfaitement gérer les déchets, donc je vous ai fait une démonstration des déchets nucléaires, c'est ma marotte parce que j'y ai travaillé, mais vous avez des entreprises comme Veolia, comme Suez, qui sont en expertise de gestion des déchets. Voilà. Mettons des organismes d'État au service des entreprises. Le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, le CNRS, les scientifiques, l'IFREMER, l'INRA. Valorisons enfin France-sur-Mer. Nous avons, avec nos territoires d'outre-mer, une richesse énorme. Quelle est la plus grande puissance maritime mondiale? Et la deuxième, Alors, c'est la France. voilà. Au niveau de la superficie des mers, c'est les États-Unis. Mais si on prend le plateau continental que la France a réussi à faire accepter comme étant un critère auprès de l'ONU, si on prend le plateau continental, la première, on va dire, surface sous-maritime du monde, c'est la France. Et on le doit à quoi? On le doit à notre territoire national, hein, la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée. Mais la Réunion, les îles Éparses, Martinique, Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les plateaux, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, la Polynésie. Bon, tout ça, ça fait rêver. Hein. C'est pour ça que je termine sur une bonne relation. Mais tout ça, ça nous place comme premier pays mondial au niveau sous-maritime. Place que l'on perdrait, je pense, si on perdait la Nouvelle-Calédonie ou un autre pays qui deviendrait indépendant ou qui serait soustrait de la communauté nationale. On vous parle aujourd'hui d'un combustible qui serait fantastique et dans lequel je crois. C'est l'hydrogène. L'hydrogène, avec l'hydrogène, batterie à combustible, vous pouvez faire tourner des moteurs grâce à l'hydrogène. Comment on fait de l'hydrogène? Il faut de l'eau, encore une fois. Dans l'eau, vous mettez de l'électricité et vous séparez les isotopes d'hydrogène et d'oxygène. Vous séparez et ça vous permet de produire de l'hydrogène. Ça veut dire que pour avoir de l'hydrogène qui peut être utilisé pour faire marcher la propulsion des bateaux, pour faire fonctionner des voitures, hein, sans les batteries polluantes qu'on a dans les voitures électriques, donc pour fabriquer de l'hydrogène, qui est une solution d'avenir, il faut énormément d'électricité. Donc l'électricité, vous allez la produire avec quoi? Du charbon, ou du gaz, ou du nucléaire. La moins chère, la moins polluante, celle qu'on peut recycler, c'est le nucléaire. Voilà. Donc l'hydrogène, c'est une solution extraordinaire. Et ben, pour faire de l'hydrogène, de manière bon marché, de manière industrielle, il faudra du nucléaire. Donc on est condamné à ça. Et ça, c'est un discours qu'on ne vous tient pas, que j'ose vous tenir. Voilà. Et puis osons favoriser la productivité. Donc il faut remettre en cause les 35 heures. Alors pas stupidement. On a acquis, puis les gens maintenant se sont habitués à un certain rythme du travail. Non, il faut peut-être mettre de la flexibilité dans le travail. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a un gros carnet de commandes, elle ne l'a pas toujours en permanence. Pas vrai, Damien? Et par contre, quand elle a son gros carnet de commandes, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le paquet et tu travailles jour et nuit. S'il n'y a pas de carnet de commandes, eh ben on met les gens en vacances. Et par contre, en ayant bien travaillé la fois d'avant, on a les moyens de les payer. Donc il faut revenir à une flexibilité du travail, retrouver un dialogue social. Il faut que les syndicats et les patrons parlent. Et puis avec un type comme Napoléon III, les syndicats et les patrons parlaient, parce qu'il était autoritaire. Il mettait tout le monde autour de la table et puis ça avançait. Redynamiser l'apprentissage, vous le savez, valoriser les filières industrielles, hein, notamment en rémunérant beaucoup mieux les ouvriers, parce que c'est eux qui font parfois le travail pénible. Retraite à 60 ans pour les gens qui sont au travail pénible, c'est absolument pas une injustice. Limiter les horaires de travail et quand ils travaillent plus, les payer en heures supplémentaires, ça récompense les gens qui font un travail pénible, ça devrait être prioritaire. Donc il faut revoir ce système-là. Et alors chez l'appel au peuple, hein, le spécialiste c'est mon président, on veut relancer la participation et pas se limiter à une participation qui se resserre sur les simples résultats de l'entreprise comme elle est aujourd'hui. Si l'entreprise fait des bénéfices, une petite partie des bénéfices sont distribués aux salariés. C'est ça la participation. Nous, on veut garder ça, mais on veut aller beaucoup plus loin. Pour motiver
les salariés de l'entreprise, on veut une participation au capital. Les salariés doivent devenir propriétaires de leur entreprise. Et pour que, en plus, les motiver au maximum, parce que moi, j'ai dirigé des entreprises avec mes syndicats, quand ils venaient me voir, ils disaient, François, là, bon, je dis, attendez les gars, voilà, vous voulez voir mon salaire? Tac, je leur montrais ma feuille de salaire, j'avais aucune honte à le montrer. J'ouvrais mes cahiers de compte, je leur disais, voilà où on en est, voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Ah, ben là, on pourrait peut-être qu'on fasse un petit effort. Et c'était mes délégués du personnel, voire mes syndicats, qui demandaient aux salariés, ben, François nous a demandé un effort, là, on va faire l'effort. C'est le dialogue social. Ça, c'est du dialogue social. Donc, nous, on veut aller plus loin. Participation, oui, ce qui existait pas mal. Nous, on veut une participation à l'actionnariat, à la propriété de l'entreprise et à la gestion de l'entreprise. Alors, ça existe un petit peu parce qu'il y a des réunions avec les délégués du personnel, les syndicats interviennent sur les salaires, tout ça, ça existe, les lois existent déjà. Et je pense qu'il faut aller plus loin, il faut faire une loi qui impose la participation à la gestion de l'entreprise. Et quand vous expliquez aux gens, ben, il faut faire un effort pendant 6 mois parce que la concurrence nous attaque sur tel marché, ils le font, et c'est formidable, ça marche, et en plus les gens s'entendent. Voilà. Réconcilions industrie et écologie, je ne vais pas y revenir. Réorganisons-nous, créons un système de planification. Il existe aussi, ça s'appelle à un moment France Stratégie. Puis on a mis une personne qui est M. François Bayrou, qui est patron de France Stratégie. François Bayrou, c'est très bien, mais c'est un professeur de grec. Qu'est-ce qu'il est allé foutre dans cette galère, hein, dirait Molière. On met un professeur. J'ai un respect profond pour les langues, les linguistes, et surtout les langues rares, et surtout les langues anciennes et antiques. Et une profonde admiration pour les gens qui sont professeurs de grec. J'ai 3 filles qui sont profs, donc j'ai déjà de l'admiration pour les profs, et puis j'aime bien les langues, j'ai de l'admiration. Mais on ne met pas un professeur de grec ancien à la tête de la planification d'un pays qui est en train de se casser la gueule. Donc bon, il faut revoir tout ça. Posons-nous la question. Moi, je pense qu'il faut, comment dirais-je, relancer des débats sur la planification, sur la participation, associer les Français à la décision par un système de référendum. Alors pas un référendum démagogique, tu veux changer ça, on fait un référendum demain par informatique, et puis ou des référendums d'initiative populaire. Non, un référendum, un vrai, c'est-à-dire que voilà le problème. Participation, on veut changer. Est-ce que vous êtes d'accord? On débat pendant 1 an. Et au bout d'1 an, on demande au peuple français de décider. Et si on lui laisse le temps de réfléchir, je peux vous assurer qu'il retrouvera la bonne direction et que sa décision sera bonne. Voilà. Revoyons un petit peu notre position en Europe. Moi, je veux bien qu'on paye 80 milliards tous les ans. C'est notre dû à l'Europe. Mais si le retour sur investissement n'est que de 40 milliards, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Donc il faut changer ça aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir de l'Europe? Alors, pour moi, le schéma est le suivant. L'Europe pose un problème à cause de ce que je viens de vous dire. Donc, voilà. Donc, attends, on dit, nous voulons revoir les conditions de participation de la France à l'Europe. On veut le revoir de façon à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui en bénéficient. Aujourd'hui, c'est un peu notre tour peut-être. Ou au moins que ce qu'on dépense, on le reçoive. Pour ça, il y a 2 solutions. S'ils ne veulent pas nous écouter, il y a la politique de la chaise vide. On ne participe pas à des assemblées du Conseil de l'Europe ou on se retire du Parlement européen quelque temps. Politique de la chaise vide, c'est ce que faisait De Gaulle au marché commun. Donc ils vont accepter, ils vont se dire on ne va pas faire de la France comme on a fait avec les Britanniques, parce que les Britanniques, eux, ils sont partis. Et dans de bonnes conditions en plus. Donc, on commence par faire ça, c'est la première étape. Soit ça marche et on revoit les traités européens de façon à ce que la France ne perde pas trop d'argent ou n'en perde pas du tout. Et puis après, s'ils ne veulent pas, eh ben on passe, c'est une décision extrêmement grave pour l'avenir de la France, on passe à un référendum, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que pendant 1 an, tous les partis politiques discutent, on débat, c'est animé, les Français adorent ça,
Et puis au bout d'un an, on passe au référendum. Je peux vous dire que si demain, on fait un référendum demain matin, je pense qu'il est possible qu'on sorte, hein, comme ça a été le cas avec les Anglais. Là, on y va calmement, on se pose les questions. De toute façon, un an de plus à perdre 40 milliards, hein, on n'est plus malheureusement à ce chiffre près. Mais on pose la question, on débat, tous les partis politiques et puis, au bout d'un an, le peuple décide. Bon, merci pour la question. Voilà, pour terminer, je vous dirais que le réchauffement climatique est quelque chose d'extrêmement important. La France peut développer des moyens techniques, une technologie pour lutter contre le réchauffement climatique. J'estime que ça, c'est un très bon moyen d'y lutter, puisque l'énergie nucléaire est la moins productrice d'oxyde de carbone. C'est une énergie décarbonée. Mais souvenez-vous quand même d'une chose dont on ne parle pas du tout. Le grand problème du monde aujourd'hui, on a parlé de l'eau, on a parlé du confort des gens, de l'aspiration à de l'énergie, on a parlé d'agroalimentaire. Le grand problème aujourd'hui, alors qu'on arrive presque à une situation d'autosuffisance alimentaire mondiale, presque, c'est la démographie. Donc on peut me parler, et j'y crois, et je fais attention, et je veux participer à ce combat de défense du climat, mais prenons aussi les sujets, ne méprisons pas des sujets aussi importants que la démographie, parce que votre génération, moi je ne serai plus là, mais votre génération sera confrontée à un énorme problème démographique, parce que tout simplement la science a avancé, donc la médecine a fait des progrès, et donc malgré les virus qui nous tomberont dessus, eh ben aujourd'hui la population mondiale augmente. Elle augmente en aspirant, et nous sommes tous des frères et des sœurs, elle aspire à vivre mieux, plus confortablement, meilleure santé, meilleure sécurité. Et pour ça, il faut de l'énergie. Je vous ai montré quelle était ma position. Choisissez la vôtre, mais choisissez en toute réflexion, parce que c'est le défi qui sera lancé à votre génération. Merci. Merci.